Bonjour. Merci d'être venus si nombreux, c'est chouette, c'est vraiment sympa. Et oui, mettez vos écouteurs parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent le français. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous comprenez maintenant ce que je dis? Ok, cool. Mon nom est Stéphane Aubier et je vais vous présenter le travail qu'on fait avec Vincent Patard, co-directeur, sur Panic au village et Pic-Pic et André, enfin plein de choses. Bref. Ok, comment est-ce que... Yes, thank you. And there? Cool. Ok. On recommence. Bon, alors, les personnages que vous voyez là, c'est André le mauvais cheval, et à côté, c'est Pic-Pic le cochon magique. Ce sont deux personnages que nous avons inventés. Vincent Patard, qui n'est pas là, qui est en Belgique, et moi, Stéphane Aubier, qui suis là. Et ces personnages-là, on les a fait à l'école. Au début, on les faisait chacun de notre côté, et puis on s'est rendu compte que c'était un peu dommage, et on a décidé de les mettre tous les deux ensemble, et de faire un film commun qui s'appellerait Pic-Pic André Chaou. Alors avec ces personnages-là, donc ça c'est une image du générique de Pic-Pic André Chaou. C'était un générique chanté, c'est-à-dire que nous on faisait une petite musique et puis les personnages chantaient là-dessus. Vraiment c'était en référence aux films d'animation qu'on voyait à la télévision quand on était petit. Alors là ce que vous entendez c'est la musique. Bon alors, vous avez dû remarquer qu'on a un petit problème avec le son. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Et donc, voilà, c'était le générique de Pic-Pic André. Alors ça, c'est le personnage de Pic-Pic le cochon magique. C'est en fait un cochon qui n'est pas très intelligent, mais qui a des super pouvoirs. Et voilà. Alors ici, c'est des images des premiers dessins animés qui étaient faits à l'époque. Il faut savoir que les dessins animés, à l'époque, on les faisait sur des cellos, c'était pas fait avec un ordinateur, c'était fait sur des feuilles transparentes en plastique. Donc ça, c'est la superposition pour montrer le mouvement de Pic-Pic qui est en train d'attaquer un bandit qui cambriole une banque. Les scénarios étaient très basiques. Ça, c'est une image de André le mauvais cheval. André le mauvais cheval, la technique était différente. Il était entièrement dessiné au crayon et la couleur rouge que vous voyez, c'était de l'écoline. Donc c'était vraiment la couleur à l'eau. De nouveau, c'était encore plus basique que Pic-Pic le cochon magique. On voulait vraiment partir on voulait quelque chose de très brut, de très... comme les enfants qui font des dessins, qui ne connaissent rien à la technique, c'est vraiment la base de l'animation. Et ça, à chaque fois, à la fin des épisodes, en fait, André le mauvais cheval... Est-ce que vous connaissez André le mauvais cheval et Pic-Pic le cochon magique? Non. En fait, André le mauvais cheval, c'est un cheval, il est méchant, et il a un copain qui s'appelle Cowboy, qui est gentil, mais il est trop gentil, et il énerve beaucoup le cheval. Donc le cheval, à chaque fois, à la fin de chaque épisode, il tue le Cowboy parce qu'il en a marre. Non, qu'est-ce que je raconte? En fait, je me suis trompé, c'est pas le Cowboy qui tue, c'est le Cowboy qui tue le cheval. Et après, il le regrette, alors il pleure sous la tombe. Excusez-moi, mais ça va trop vite pour moi. Alors, les influences de André le mauvais cheval et de Pic-Pic, c'est entre autres, je ne sais pas si vous connaissez cette série italienne qui s'appelle La Linea, qui est vraiment géniale, qui est magnifique parce qu'elle est hyper simple et c'est minimaliste au possible et c'est très drôle. Encore maintenant, c'est des dessins animés qui ont été faits dans les années 60 et encore maintenant, ils sont toujours aussi frais. Alors ça, c'est l'affiche de Pic-Pic André et leurs amis. C'est un programme qui était sorti dans les années 2000 en France, qui regroupait tous les films d'animation qu'on avait fait avec Pic-Pic le cochon magique, mais aussi d'autres personnages que vous voyez sur le côté. C'est des personnages en papier découpé. Je vous en parlerai plus tard.
Alors une autre influence, mais on en a plein, ça c'est juste comme ça, c'est les Monty Python, pour surtout les papiers découpés de Terry Gilliam, qui sont, comme la Linéa, sont restés toujours très forts encore maintenant. Et alors, avec Vincent, quand on était à l'école, comme on n'avait pas grand-chose à faire, on faisait beaucoup de découpage, on découpait dans des magazines et on faisait des collages qui nous faisaient rigoler, comme c'est ici par exemple, c'est un personnage, on a simplement un peu découpé sa tête, on l'a réduite et voilà, ça nous faisait beaucoup rigoler, on passait nos soirées entières à faire ça. Même chose avec, ça c'est un portrait, c'est un autre personnage, c'est le dessinateur de Tintin, mais il est un peu modifié. Et donc bah voilà, on avait un jeu tout simple, c'était de prendre un personnage, de lui découper la bouche, de choisir une autre bouche, et puis de choisir plein de bouches, et puis de jouer avec comme ça. Du coup, on avait des petits trucs très cons. Et voilà, bah avec ça, quand on n'a pas la télévision, bah on se débrouille, on s'amuse comme on peut. Et alors, on a créé toute une série de personnages, c'était qu'on appelait les Balthus. En fait, tous ces personnages-là, c'était un projet de série télévisée qui s'appelait les tout plats parce que c'était du papier découpé. Et donc voilà un extrait d'un épisode. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le film avec ce son-là, mais voilà, c'était pour un peu vous montrer qu'on aimait bien aussi faire du papier découpé. Alors, les influences qu'on avait, c'était, ce qu'on a toujours bien aimé, c'est Gary Larson, entre autres, le dessinateur de comics américains. Vous connaissez Gary Larson ? C'est vraiment un très chouette dessinateur. Il a fait beaucoup de dessins de presse pour des journaux, et c'est un créateur de gags incroyable. Alors bah oui, nous quand on fait des dessins, évidemment, quand on met en scène nos personnages, on pense souvent à des situations dans l'esprit de Gary Larson. Ici, par exemple, c'est des vaches qui vont dormir le soir et elles se mettent dans leur lit, et c'est pas des lits, c'est des sacs de couchage. Et ça, c'est un autre dessin de Gary Larson. Une autre influence pour nous, c'est les histoires de Petsy. C'est un dessinateur danois qui faisait des histoires pour enfants. C'était très drôle parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y avait à la fois les personnages principaux, et puis il y avait les personnages secondaires, et il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans l'image. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans l'image parce qu'en plus le texte était en dessous de l'image, ce qui permettait encore aux lecteurs de laisser libre cours à leur imagination. Une autre influence, c'est ce dessinateur français qui s'appelle Sampé, qui fait des histoires sans dialogue et qu'on trouve toujours très drôles. Alors une autre influence, c'est les inventions, toutes sortes d'inventions les plus débiles possibles, telles qu'il y en avait beaucoup qui avaient été créées au début du XXe siècle, fin du XIXe, comme ici le baigneur insubmersible, ou alors l'ancêtre de l'homme qui peut aller sous l'eau. Ou alors une machine qui permettait de voyager. Et là, vous voyez, il y a deux locomotives à l'avant et à l'arrière qui permettent de faire avancer le bateau. Ou ici, c'était un ballon dirigeable dans lequel il y avait une maison qui était transportée, qui a envoyé des scientifiques sans doute au pôle Nord ou au pôle Sud. Et là, on voit tout l'aménagement intérieur de l'espèce de maison qui s'en allait dans l'espace. Je ne sais pas si ces projets ont été réellement créés. Celui-ci, je ne suis pas sûr qu'il a été créé d'ailleurs. Ça, c'était un bateau qui était imaginé pour éviter le mal de mer. Donc, voilà. Alors, une autre influence, c'est un personnage, c'est un Français qui a dessiné des objets qu'ils appellent introuvables. Comme ici, un vélo comme ça n'existe pas.
Ça non plus, ça n'existe pas, mais ça vous fait penser à quelque chose. Vous avez des références, vous avez les codes, mais ils ont été modifiés. Ici, un sac de couchage à pied. Cet objet, vous le connaissez, mais il est un petit peu modifié, et du coup, il y a quelque chose qui devient drôle là-dedans. Et nous, on essaye souvent de jouer avec cette perception qu'on a comme spectateur vis-à-vis d'un objet. Alors ça, c'est une revue qui s'appelle Système D. C'était, pour les bricoleurs, c'était pour leur expliquer comment est-ce qu'ils pouvaient, par exemple, transformer un vélo en voiture. Donc ici, on voit un monsieur qui est vraiment très cool, qui est super à l'aise dans sa nouvelle machine, qui a l'air de rouler très vite. Et on découvre en réalité que c'est un bricolage minuscule, très simple et très modeste, et qui nous fait beaucoup rigoler. Dont on s'est inspiré, dont le design nous a inspiré pour faire des véhicules dans Panico Village, par exemple. Ça, c'est un autre véhicule pour une histoire qui se passait. C'était une course cycliste auquel participaient des personnages de Panico Village, la série dont je vais vous parler plus tard. Alors, une autre influence, c'est Richard Scarry, c'est un dessinateur qui interprète les objets aussi. Et quand on voit ces personnages-là intégrés à leur objet, finalement, ça nous semble tout à fait naturel. C'est ça qui est intéressant dans ce genre d'illustration. À nouveau, on s'est influencé de ce genre d'auteurs pour imaginer des situations pour nos personnages. Et maintenant, je vais vous montrer un très vieux film qui s'appelait déjà Panico Village, que j'avais fait à l'école. Et je ne vais pas le passer en entier parce qu'il n'est pas intéressant jusqu'au bout, mais c'est juste pour vous montrer d'où ça vient. Est-ce que vous connaissez Panico Village? Okay. Bon ben voilà, c'est vraiment le tout vieux, c'est le Cro-Magnon de Panico Village. Bon, mais puisque le son n'est vraiment pas fort, je peux parler dessus. En fait, cet épisode de Panico Village, je l'ai fait parce que c'était ma dernière année d'études à l'école de films d'animation en Belgique. Et je n'ai pas jamais fait de film en stop motion. Donc je me suis dit, c'était la dernière année pour le faire. Et du coup, j'ai essayé d'utiliser une technique la plus simple possible. C'est comme ça que j'ai utilisé les figurines qu'on trouve dans des magasins de jouets. Et voilà, je les ai mis en scène dans un décor tout à fait basique. Bon, évidemment, le film que vous avez vu, c'était presque quelque chose pour rigoler. Et donc voilà, on a un peu oublié cette histoire de film. Et puis 10 ans plus tard, avec Vincent Tavier, le producteur de Panico Village, et Vincent Patard, on s'est souvenu de ce film-là. On se disait, ah mais oui, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc on a un peu repensé le concept et on a imaginé des personnages comme cow-boy, indien et cheval. Et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fabrique maintenant les personnages de cow-boy, indien et chevaux. Donc voilà, pour commencer, on va dans des brocantes et on va chercher du matériel de base. Et là, on trouve un petit peu, on fait une sélection, là, on commence à retrouver déjà... Oui, c'est pour ça qu'on a pris des cow-boys, des indiens et des chevaux, parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement comme personnage dans les brocantes. Voilà, et des indiens. Et puis voilà, on commence à déjà chercher quelques personnages. Indiens, pareil. Les chevaux. Il y en a des très laids aussi.
Et alors ici, c'est un exemple, vous pouvez voir, c'est une petite chèvre. Vous voyez là, c'est des documents qui ont été trouvés. Vous voyez ces trois personnages-là, quand vous les prenez, celui-là, celui-là et celui-là, rien qu'en les regardant comme ça à l'œil, on voit que c'est possible de faire une petite animation très basique. Bon, je recommence parce qu'elle était vraiment très vite. Voilà, ça bouge un petit peu comme un insecte, mais ça nous intéresse beaucoup parce que c'est vivant alors que c'est juste c'est trois bouts de plastique qui sont mis l'un derrière l'autre et tout d'un coup on a quelque chose qui nous permet de raconter une histoire. Un petit peu comme la Linéa avec son coup de crayon ou Terry Gilliam avec ses papiers découpés. On a un petit truc qui nous permet de raconter des histoires simplement. Donc je reviens avec Cowboy Indien, je prends un cutter, je les coupe. Je prends du pistocol, de la peinture, et hop, j'ai des personnages, des nouveaux personnages, tels que j'ai vraiment envie de les avoir. Donc il y a toute une... il y en a plein. Et alors, vous connaissez le Père Noël ? En fait, il y a un épisode dans lequel on a utilisé le Père Noël, c'est la bûche de Noël. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, on a dû créer notre Père Noël à nous, parce que ça, on ne trouve pas dans les magasins. Donc, on a pris comme base ce personnage-là. Peut-être que vous avez déjà vu ce genre de personnage-là. Au départ, c'est un berger, donc c'est quelqu'un qui garde des moutons. Alors, on a fait un dessin à partir de ce personnage-là, en se disant, bah voilà, notre Père Noël, on voudrait qu'il ressemble à ça. Et comme référence, on avait les dessins de Raymond Bridge. C'est une super bande dessinée qui s'appelle Sacré Père Noël en français. Et c'est l'histoire du Père Noël, mais vraiment, c'est pas un Père Noël de Walt Disney, c'est le Père Noël qui habite, je sais pas, n'importe où, qui habite dans une maison, qui doit lui-même mettre le chauffage, qui est vraiment un Père Noël modeste, tout simple, tout assez proche de nous. Et nous, on aime bien ce genre de vision du Père Noël. Donc voilà, c'est le Père Noël qu'on a réussi à terminer. Alors notre saut d'inspiration, c'était Lemmy Kilmister de Motorhead. Et donc, bah voilà, on voulait absolument que... Et vraiment, ça c'était parce qu'on voulait pas d'un Père Noël Walt Disney, on voulait vraiment notre Père Noël à nous. Alors dans le monde de Panic au village, il y a Cowboy, Indien et Cheval, mais on a ajouté d'autres personnages. Donc ici, vous avez le petit Laurent, le neveu de Cheval. C'est rajouté Janine, Steven, Gendarme, Facteur, les animaux. Et puis après, il y en a encore plein d'autres qui sont arrivés et on n'a plus pu les suivre. Alors, quand on a eu toute cette galerie de personnages, on a construit le village. Donc d'un côté, il y a la maison de Cheval. Je vais essayer le laser. Yes, ça marche. La maison de Cheval. La petite cabane avec le gendarme. La route. Très important, la route. Parce que gendarme, c'est le seul personnage qui peut laisser passer les gens. Et là, vous avez la ferme avec Janine et Steven. Le tracteur, hyper important. C'est l'objet que veulent absolument avoir Cowboy et Indien dans leur vie. Ils ne l'auront jamais, mais ils le veulent absolument. Là, vous avez la grange avec les animaux. Là, vous avez la porcherie. Et là, c'est l'étang. Ça, c'est l'intérieur, c'est le living de Cheval, Cowboy Indien. Ils ont été dernièrement chez Ikea, apparemment. Ça, c'est la cuisine. Donc, en fait, on a beaucoup rigolé en faisant ces décors-là parce que, au début, on prenait vraiment du matériel qu'on trouvait un peu partout. Et, par exemple, au début, Cowboy Indien, il y avait juste une cuillère, c'est tout. Là, il n'y a pas de cuillère, il n'y a rien du tout. Ils ne savent pas manger. Et ça, c'était des trucs horribles. Par la suite, on a un petit peu amélioré le système, mais bon, ça nous faisait beaucoup rire. Donc ça, c'est l'extérieur, c'est l'extérieur de la maison de Cheval. Et puis, de temps en temps, dans ce village, ils organisent des courses cyclistes. Et puis, quand il y a de la neige, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une mousse qui nous permet de représenter la neige. C'est assez pratique.
C'est ça c'est ça qui est chouette dans Panic Village, c'est que très facilement on peut installer une ambiance, il suffit d'amener un petit artifice et très vite on peut représenter la neige ou alors de la neige. Alors là c'est la ferme, c'est le côté de la ferme avec le tracteur et tout ce qui tourne autour de la ferme. Ça c'est la chambre de Janine et Steven. Et puis de temps en temps ils jouent aux cartes parce qu'ils font pas grand chose dans ce village. Et puis parfois, il leur arrive plein de trucs. En fait, le monde de cow-boy indien est vraiment très très banal. C'est pour ça que ça nous permet d'imaginer des histoires incroyables pour eux, parce que justement leur monde est vraiment tout simple. Et alors en dessous du village, on a rajouté d'autres personnages. Donc en dessous de la maison de cheval, oui c'est ça, c'est la maison, non c'est la ferme. En dessous de la ferme, vous avez une autre petite maison. Les personnages du haut ne savent pas qu'il y a des gens qui habitent en bas. Et ces personnages, c'est les Atlantes. Et ils vivent dans une maison qui est pratiquement une copie conforme de celle du haut, simplement il y a de l'eau dedans. Et ils ont une poule qui remplace le perroquet. Et notre influence pour ça, c'était ce film incroyable qui était en relief, je crois. Alors les bases secrètes, nous on aime beaucoup les bases secrètes, surtout dans les vieux James Bond, il y a toujours des bases secrètes, ça nous a aussi beaucoup amusé. Donc on aime bien que de temps en temps, Cowboy Indien se prennent pour James Bond. Donc voilà, ici ils ont mis en place un système très compliqué. Une autre influence, c'est Hergé avec ses histoires sous-marines. Et pour le long métrage, parce qu'on a fait après avoir fait une série, on a fait un long métrage, on a imaginé que Cowboy Indien étaient perdus au pôle Nord et ils étaient poursuivis par un pingouin géant. Et on voulait que ce pingouin soit immense. Donc on voulait, notre source d'inspiration, c'était le Titanic. Donc on a demandé à quelqu'un de nous construire un pingouin, qu'on ait vraiment l'impression que ce pingouin est immense. Donc voilà, il a fait un objet comme ça, et en image, ça donne ça. Alors l'intérieur du pingouin, c'était aussi un peu comme une base secrète, mais à notre manière. Là, c'est le siège des scientifiques qui conduisent le pingouin. Et ça, c'est une image du décor. Et voilà un petit peu l'ambiance générale de l'intérieur du pingouin. Alors pour écrire une histoire de Panic Village, on commence par écrire deux, trois thèmes sur une feuille de papier. Et puis après, on fait des dessins, beaucoup de dessins de recherche de tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui pourrait nous inspirer pour raconter une histoire. Et puis des situations, comme par exemple ici le village qui est envahi, qui est genre le village en l'an 3000 ou une autre période plus loin dans le temps. Ou alors des dessins comme ça qui représentent, je sais pas, un château à côté de chez Cowboy Indien. Cowboy Indien, ils sont là. C'est vrai, c'est des dessins au bic, tout simple comme ça, juste pour une idée comme ça. Imaginons que Cowboy Indien ait visité cet endroit qui est très dangereux. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ou alors nettoyer la voiture de cheval ou plein de choses comme ça. Ou alors le fermier Janine et Steven qui partent au salon de l'agriculture avec les animaux, etc. Plein de situations différentes. Et quand on a trouvé une idée qui nous intéressait, on commence à la mettre en storyboard. Donc la lecture, c'est comme le livre de Pezzi que je vous ai montré, l'image là et puis le texte en dessous. Et puis on lit ça comme ça, hop, hop. Et puis on commence à écrire l'histoire de cette manière-là. Vous voyez, c'est découpé de tous les côtés, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché, donc on remet un nouveau dessin, ainsi de suite, on modifie tout le temps les choses.
Et après, on obtient ce résultat-là. Donc ça, c'est toutes les feuilles du storyboard de l'épisode, le dernier épisode qu'on a fait. Cet épisode-là, c'est un match de 6 minutes qui s'appelle La rentrée de classe, qu'on a tourné en 2015, qu'on a terminé en 2016. Et donc, bah voilà, c'est l'endroit où vous trouvez. Il y a plus ou moins, pour faire un épisode de 26 minutes, on avait plus ou moins 300 plans différents. Ça, donc, ce sont tous les personnages qui vont intervenir dans l'épisode de la rentrée des classes sur lequel on a travaillé dernièrement. Et là, ce que vous voyez là, ben, je vais vous montrer un petit peu comment on prépare les personnages. Parce que avant, quand on faisait l'animation avec Cowboy Indien, on a d'abord fait une série télé. On a fait 20 épisodes de 5 minutes. Mais là, les personnages n'étaient pas très beaux. Ils n'étaient pas très bien faits. On s'est rendu compte que quand on avançait dans les productions, quand on a fait le long métrage, on devait beaucoup plus préciser nos personnages. Il fallait qu'ils soient beaucoup plus beaux, beaucoup plus mieux finis. Donc on a vraiment on a mieux travaillé les personnages pour qu'ils soient mieux à l'écran. Donc ici, vous avez, ça c'est des prototypes, c'est les premiers cow-boys qui sortent du moule. C'est-à-dire que, en fait, au début, les cow-boys et les Indiens qu'on utilisait, c'était des cow-boys indiens en plastique. Et puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout le temps aller chercher dans les marchés après des cow-boys des Indiens. On n'avait pas le temps. Donc on a créé notre propre cow-boy. On en a fait des copies, c'est-à-dire que les copies que vous voyez là, c'est un genre de plastique blanc comme ça. Et quand ils sortent du moule, c'est comme du pain, ils sont encore tout mous. Et quand ils sont tout mous, vous pouvez modifier les bras, les jambes, n'importe quoi, et vraiment créer le personnage comme vous l'avez imaginé en dessin. Après, c'est la mise en couleur. Donc ici, c'est Cowboy dans l'épisode, il part en vacances, c'est pour ça qu'il a un short et une chemise un peu vacances. Ça, c'est un autre moment, c'est une autre installation. C'est les animaux qui vont à l'école avec Steven, ils y vont en tracteur. Alors ça, c'est sur l'étagère, vous voyez tous les personnages qui ont servi au long métrage. Et ici, vous avez tous les Indiens. En fait, pour Indien, pour Cowboy et pour Cheval, il y a à chaque fois plus ou moins 300 positions différentes. Alors ça, c'est Facteur qui est en train de danser pour une soirée. Alors voilà, c'est c'est des exemples de dessins qu'on fait pour les positions des nouveaux personnages, puisque à chaque épisode, on fait de nouveaux personnages. Donc voilà, à quoi ressemble le dessin de base et la version définitive. Un cheval comme ça, en fait, c'est le cheval qui souffle, vous l'avez compris, je suppose. Un cheval qui s'aplatit. Et là, ce que vous voyez là, c'est toute une série de positions d'Indiens qui est assis, en train de discuter avec Cowboy. Et la même chose, vous voyez Cowboy qui répond à Indien, il est appuyé contre un canapé. Et voilà, c'est une discussion tout à fait banale. Et c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'énormément de positions pour faire vivre les personnages. Voilà, ça c'est les positions que vous avez vues au crayon. Donc on peut les faire discuter comme ça pendant des heures avec peut-être 10 ou 20 positions différentes. Alors un autre exemple du fait que c'est assez efficace de la technique de panique, parce que, enfin très
c'est très économique. Vous voyez, vous avez deux positions. Vous avez Indien qui boit une tasse de café, et là, il prend une tasse de café. Et en animation, vous obtenez ça. Et vous voyez, le mouvement est assez fluide. Et en fait, il est fluide parce que quand vous animez ce personnage-là, vous mettez de la plasticine en dessous. La plasticine, c'est de la pâte à modeler. Et c'est ce qui donne la souplesse au personnage, ce qui fait qu'il se déplace comme s'il était comme nous, comme s'il était humain. Là, ici, c'est la personne qui s'occupe principalement de faire les figurines. Donc voilà, les fameux moules dont je vous ai parlé, c'est le moule de cheval. Et comment ils sortent tout blanc. Ici, c'est Cheval qui est en train de lire le journal. Des chevaux couchés dans cette attitude-là, ça n'existe pas, donc c'est un corps de vache qu'on a mis sur une tête de cheval. Ici, c'est Cheval qui est en train de marcher dans le blizzard, donc parce qu'il y a une tempête de neige. Alors ici, que vous voyez, c'est les 8 positions différentes de cheval qui sont vraiment les 8 positions les plus importantes pour nous, parce que c'est ces positions-là qui permettent à cheval de marcher normalement comme un vrai cheval. Donc vous voyez, chaque fois qu'on fait une animation avec ce personnage-là, on a à chaque fois, on range, on prend ce cheval-là, on le met sur le plateau, on prend l'image, hop, on l'enlève, on prend le suivant, hop, on recommence et ainsi de suite comme ça. Et ça, c'est les premiers tests d'animation qu'on a fait. Vous voyez le personnage là, pour l'instant, il boite encore un peu. On a dû le retravailler pour qu'il ait un mouvement plus fluide. Là, c'est Yuri le cosmonaute. En fait, dans le dernier épisode, on avait besoin d'un cosmonaute. Donc, on a trouvé ces personnages-là directement dans un marché. Donc, c'est arrangé à partir de là. On voulait qu'ils aient plus ou moins ces attitudes-là, telles que vous voyez sur le dessin. Donc la personne qui s'occupe des figurines s'est arrangée pour que ce personnage-là, par exemple, devienne comme ça, que celui-là devienne comme ça, que celui-là devienne comme ça, ainsi de suite. Dans Panico Village, il y a une académie de musique. Et là, c'est Cheval qui vient à l'académie de musique pour venir rechercher cow-boys indiens qui prennent des cours de piano. Et là, c'est le gestionnaire de l'académie que vous voyez là, qui, quand il ne doit pas donner les clés pour ouvrir les portes, joue du piano dans son bureau. Et en fait, pour faire ce personnage-là, on a utilisé, je ne sais pas si vous voyez les cyclistes, les figurines cyclistes qui ont des bras en l'air. C'était un bricolage. En fait, c'est assez simple parce que ce personnage-là, qui a l'air de jouer très bien du piano, ça a été construit en 20 minutes. Tous les personnages existaient. Bon, là, ça, c'est un slow entre Madame Longré et Cheval. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas le son parce que c'est vraiment bien. Et donc, vous voyez là, le mouvement est assez fluide. Comme ça, c'est pour l'instant une première recherche, mais c'est pour sentir un petit peu, pour voir comment est-ce que ce serait plausible de voir ces deux personnages-là danser un slow. Donc, pour avoir ce mouvement fluide comme ça, on a fait une petite machine, qui n'est pas vraiment une machine, mais plutôt un petit outil. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez cet objet-là? C'est ce qui a permis de faire pencher d'avant en arrière le personnage de Cheval et de Madame Longré, sa fiancée. Alors pour faire de l'eau, c'est très compliqué dans Panico Village. C'est très compliqué et en même temps c'est simple. Là, ce que vous voyez, c'est des gouttes d'eau. En fait, c'est pas de l'eau, c'est de la colle. C'est de l'Epistocol qu'on utilise qu'on utilise toujours. On a fait des petites gouttes de colle en colle.
Et ici, pour une douche, c'est un système, c'est vieux comme déjà il y a très longtemps, dans les premiers films d'animation en stop motion, les animateurs utilisaient des toutes petites, des petits fils de fer sur lesquels ils collaient du plastique et ils faisaient tourner simplement le plastique en dessous du pommeau de douche et on a l'illusion du mouvement. Alors là, ce que vous voyez là, c'est la maison de cow-boy indien. Non, c'est la ferme qui est envahie d'eau. Quand on a fait le long métrage de Panic, au début, on voulait faire tous les effets spéciaux, c'est-à-dire tous les mouvements d'eau, on voulait faire en 3D. Et puis on a demandé à une personne combien ça coûterait pour faire toutes les animations en 3D. Il nous a donné un chiffre qui était absolument horrible, c'était trop cher. Donc on a dit on va essayer de faire autrement. Et finalement, on a bien fait parce que c'est beaucoup plus beau et on a fait quelque chose qui est de l'ordre du bricolage, mais qui est beaucoup plus intégré à notre type d'animation. Là, ce que vous voyez là, c'est des morceaux de silicone qui ont été mis en couleur. Et ça, c'est une mer de silicone sur laquelle on a rajouté de la couleur. Et en mouvement, ça donne plus ou moins ça. En dessous, ce que vous voyez en dessous, ce sont des bouts de bois. En fait, vous voyez, c'est ces objets-là qui bougent en dessous. Alors, pour le long métrage aussi, on avait besoin d'eau plus importante. On voulait créer un tsunami qui allait envahir le village. Donc, on a construit une machine un outil pour imaginer un tsunami qui fonçait vers la caméra. Donc voilà la machine qu'on installe sur le plateau. Vous voyez tous les axes qui peuvent bouger. Et dessus, on met la couverture de mer en silicone. On accroche la couverture avec des vis aux tiges en bois. Là, c'est le plateau, vous voyez l'animateur qui est en train d'animer la scène. Ça, c'est le point de vue de la caméra. Ce qui était très difficile, c'est que les personnages devaient aussi être au sommet du tsunami et il fallait les faire tenir debout. Mais le silicone est une matière très difficile à maîtriser, donc ils utilisaient des aiguilles très fines pour essayer de faire tenir les personnages. C'était vraiment très compliqué à faire. Et voilà le résultat. Donc évidemment, on a effacé en post-production les vis que vous voyez, les vis vertes que vous voyez. Quand cheval va dormir, il enlève toujours ses fers à cheval. Et puis, il dort debout comme c'est un cheval. Alors, dans la ferme, dans la grange, là où vivent les animaux, tout le monde va aussi dormir, mais ils sont comme les autres. On leur installe, ils ont des pyjamas. Ça, c'est une évolution pour un décor, c'est le bureau de cheval, donc ça commence par un dessin. Après, c'est une installation pour voir un petit peu comment est-ce que les volumes se mettent en place. Ensuite, c'est la version définitive. Vous voyez là, cet objet-là, c'est ce qui sert à diffuser la lumière sur l'ordinateur de cheval. Ça, c'est l'extérieur, vous voyez toute l'installation et tous les éclairages. Ici, c'est le couloir. Et ça, c'est la scène. Donc, vous voyez le personnage qui peut s'éloigner au loin. C'est ça qui est amusant dans les décors en stop motion, c'est qu'on peut se permettre de jouer avec la longueur, la distance, le volume. Steven, le petit fermier, quand il se réveille le matin, il a très faim. Donc sa femme lui prépare toujours une grosse tartine de pain avec du choco et une grande tasse de café qu'il boit en 2 secondes.
Voilà, ça c'est le décor. Et ce que vous voyez là, c'est la tartine sur laquelle que va manger Steven. Et ça, c'est le choco qu'on a mis sur. C'est du vrai choco qu'on a. Parce que ça, c'est la plus belle matière qu'on n'ait jamais pu trouver, c'est la vraie matière du choco. Ça, c'est un autre point de vue. Steven va venir par là. Il va manger ça, il repartira par là. Il ira chercher, il ira boire le café par là, il partira. Donc on a fait des petits tests. On a perfectionné le test. Et puis on est passé à la version définitive. Le plus dur pour l'animateur dans cette animation, c'était de couper des tout petits morceaux de choco et de gaufres et de biscottes sans ne faire trop de traces. Donc il utilisait une pince à épiler avec un tout petit peu d'eau pour que la biscotte soit la plus molle possible pour en retirer des petites parties au fur et à mesure. Alors, la rentrée des classes, c'est donc le dernier épisode qu'on a fait. Là, je vais vous montrer quelques documents des décors. Donc là, ce que vous voyez là, c'est un paysage. Ça, c'est le bus qui amène cow-boys, indiens et les animaux à l'école. Donc, ils vont faire tout ce petit parcours-là. Ça, c'est l'école. On voulait une école dans une architecture très fonctionnaliste. Un peu, les écoles en Belgique, elles ressemblent beaucoup à ça. En France, un peu partout, elles ressemblent à ça. Ça, c'est l'intérieur du. Il fallait que ça ressemble. On voulait que le décor ressemble à ce que le spectateur a déjà vécu dans sa vie. C'est vraiment les halls intérieurs des écoles sont presque toujours comme ça en Belgique. Ça, c'est un prototype de fusée. Alors là, ce que vous voyez là, c'est la cour de l'école et c'est la fusée qui vient de décoller. Et vous voyez ce qui est par terre, c'est de la mousse qu'on utilise normalement pour mettre dans les matelas. Mais nous, on l'utilise pour faire la fumée. Alors, quand on fait des gros plans des personnages, on ne va pas utiliser les vraies mains de cow-boys indiens parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Alors, on utilise d'autres mains plus grandes de poupées style Action Man ou d'autres personnages comme ça. Et on agrandit aussi les décors, on fait des décors beaucoup plus grands. Et du coup, on peut se donner beaucoup plus de précision pour l'animation. Dans la rentrée des classes, cow-boys et indiens, ils doivent absolument savoir quelle est la distance exacte en millimètres entre la Terre et la Lune. Et pour ça, ils imaginent que le plus simple, c'est de faire un escalier avec des livres pour monter jusqu'à la Lune, pour pouvoir mesurer quelle distance il y a exactement entre la Lune et la Terre. Donc là, on a commencé à construire un prototype pour voir comment sont cow-boys indiens avec ce projet. Et là, ça représentait la Lune. C'était pour se donner une idée à quoi ça pourrait ressembler. C'était une mise en situation. Ça, c'est la version définitive. Et ce que vous voyez là, c'est du carton qui tient tous les petits livres. C'est des livres qui doivent faire entre 2 mm pour la longueur et 1 mm pour la largeur. Et là, c'est la version définitive. Donc, vous voyez, ça, c'est la Lune. En fait, c'est un ballon, mais cow-boys indiens sont persuadés que c'est la Lune, alors que c'est un ballon rempli d'air. Et eux, ils ont monté tout ça. Et puis, à un moment donné, ils vont sur le ballon, mais le ballon explose, donc ils doivent revenir sur l'escalier. Mais l'escalier finit par s'écrouler. Donc là, vous voyez Indien qui a encore des livres, qui veut encore monter plus haut avec les livres. Quand il se rend compte que la Lune est arrivée, ils peuvent s'arrêter.
Donc voilà, ce que vous avez vu, c'était l'escalier de livres qui s'écroule. Et pour faire s'écrouler cet escalier, on a fait des tests et la manière la plus simple de représenter ça, c'était d'accrocher tous les livres à des fils d'aluminium qui étaient animés à chaque fois. Donc voilà, chaque fois on enlevait une baguette de carton mousse, on accrochait un fil d'aluminium au livre et puis il pourrait tenir en l'air comme ça. Donc à chaque fois on enlevait hop, 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 un carton de l'épaisseur d'un livre. Ah oui, exceptionnellement, pour donner plus de dynamisme à Cowboy et Indien, on a multiplié les jambes pour un petit peu comme dans les dessins animés, pour donner vraiment l'impression qu'il va très vite. Voilà, c'est encore un autre point de vue. Alors dans la rentrée des classes, Cowboy et Indien deviennent très petits pour pouvoir rentrer dans le cochon, parce qu'ils veulent aller dans son cerveau. Donc voilà, ça c'est un dessin qui représente l'oreille du cochon, l'intérieur de l'oreille du cochon. C'est une mise en place, donc on a Indien qui est à l'extérieur et Cowboy qui a descendu des escaliers qui amènent vers le cerveau du cochon. Et là, c'est les premières installations du décor. On commence à construire le décor de l'intérieur du cochon. C'est les recherches de couleurs pour voir à quoi ressembleraient les couleurs à l'intérieur du corps. Et la version presque définitive avant qu'il y ait les éclairages. Pour la ville de cochon, on voulait quelque chose, on voulait que tout soit fait avec des saucisses et de la charcuterie. Donc c'est la mise en couleur. Et puis on a commencé à construire des saucisses avec de la mousse isolante. Ici, ça c'est des saucisses qui sont faites avec des tuyaux en plastique. Et là, on devait faire une grande saucisse qui permettait aux personnages de... C'est comme quand c'est une sortie d'évacuation, comme quand il y a un incendie. Ça, c'est la ville qui commence à se construire. Là, on commence à mettre tous les éléments en place. Et voilà la version définitive. Donc, ce que vous voyez là, c'est la grande saucisse. Celle-là, c'était impossible de la faire nous-mêmes, donc on l'a faite en imprimante 3D. Même chose pour ça a été fait en imprimante 3D et ça aussi. Toutes les voitures ont été faites en imprimante 3D. Ça, c'est les plans de la voiture de police de la ville des cochons. Et celle qui sort de l'imprimante. D'autres véhicules. Et voilà, on est au bout. Jestli máte někdo nějaké otázky, any question, please on this microphone. Kolik lidí pracovalo na tom celovečeráku? Allô? Voilà, je suis sur le numéro... Normalement, je dois être au numéro 3. Number 3, there. Yeah. Oui, oui.
Pour l'épisode de Panique au village, on y avait plus ou moins... on n'était pas énormément, on était peut-être 12 personnes pour faire tous les décors. Et quand on était l'équipe complète avec qui on a travaillé pendant 8 mois, on était, je dirais, une petite vingtaine de personnes sur le plateau, mais vraiment pas plus. En fait, on n'a pas besoin d'une très grosse équipe pour faire un film de Panique au village. Et cette équipe-là, on l'a réutilisée pour les 26 minutes qu'on a fait par la suite. Donc c'est un peu toujours les mêmes personnes. Le noyau dur, on est 8 personnes pour les décors. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'animation des Paniques au village, on est 4 animés. Pour le long métrage, il y avait moi, il y avait Vincent Patard, et puis il y avait encore 2 autres personnes, et même une 5e personne qui arrivait en renfort parce qu'on commençait à perdre un peu de temps sur le planning. Mais sinon, en général, sur le dernier épisode, le 26 minutes, par exemple, on avait 1, 2, 3, 4, 5 plateaux sur place, mais il y avait en permanence 3 plateaux qui tournaient par jour. Et les 2 autres étaient en préparation, c'est-à-dire que l'équipe de décoration ou d'éclairage était en train de préparer les plateaux pour la suite. Donc on avait toujours un roulement, il y avait une organisation qui se mettait en place. Tout était planifié de manière à ce que quand vous terminez une animation, vous pouvez passer sur un autre plateau. Pendant ce temps, on modifie les choses pour l'animation suivante sur laquelle vous avez déjà travaillé. What is the name of the material that you mentioned that you make the figurines out of, and when it comes out of the mold it's still a bit pliable, and then you change the positions of the arms? What's that called? What's the name of that material? C'est la résine, c'est vraiment du matériel qu'on utilise pour plein d'objets dans la vie de tous les jours, dans les gens qui fabriquent des objets, n'importe quoi, tout ce que vous trouvez à Hong Kong, je crois qu'ils en font beaucoup des objets comme ça. C'est très répandu. Tu parles aussi à un moment de le... I can also do it in English, maybe it's better for the other people. Okay. There is also, in the moment you talk about the 3D printing, and I wonder maybe if you have a sequence in animation for a walk of the horse, why don't do then the horse in the different steps in 3D printing than do the modeling of each horse? You know what I mean? Oui, vous voulez dire... oui, en fait, les seuls éléments qu'on a fait en 3D... La première fois qu'on a utilisé la 3D, c'est juste pour le dernier épisode. Si je comprends, mais dans le futur, c'est une question si c'est intéressant ou pas. Oui, pourquoi pas, mais en fait, ça prend du temps d'imprimer en 3D. Et finalement, parfois ça demande beaucoup de précision. Le cheval, on l'a retravaillé plusieurs fois avant d'obtenir vraiment l'animation dont on avait besoin. Donc c'est vraiment un dialogue entre la personne qui fabrique elle-même avec ses mains les objets et nous qui lui conseillons des choses. S'il fallait en parler avec quelqu'un qui doit refaire tout en 3D, tout redigitaliser, c'est un peu... on préfère le contact direct avec la personne qui, dans la mesure du possible, tant que c'est possible, on préfère que ce soit quelqu'un qui le fasse à la main, parce qu'il y a quand même des choses qui sont... en fait, en voyant comment fonctionnait la 3D, on trouve que c'est très intéressant, mais pas toujours indispensable dans le cas de Panique au village, parce que parfois, il y a des surprises qui sont plus intéressantes en le faisant nous-mêmes.
Je vais poser ma question en français. Est-ce que vous avez déjà fait vous-même la post-production, pas sur certains épisodes? Vous voulez dire moi-même la post-production? Vous-même ou comme l'équipe des animateurs, ou vous-même, ou je sais pas. Non, non, la post-production en général c'est toujours une personne extérieure qui est d'ailleurs toujours la dernière fois dernier épisode qu'on a tourné, elle était sur place puisqu'elle s'occupait de gérer toutes les images qu'on tournait. Et en même temps, c'était vraiment pratique parce qu'elle pouvait déjà commencer à travailler les effets spéciaux et simplement parce que là, vous avez vu pas mal dans ce que je vous ai montré. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais en stop motion, vous avez tout le temps des objets à faire tenir en l'air, par exemple. Donc là, vous utilisez des rigs qu'il faut évidemment effacer. Vous devez, à chaque fois que vous commencez un plan, vous devez d'abord filmer votre décor vide parce qu'il va vous servir de référence. Quand vous allez laisser, par exemple, je sais pas, une poussière sur le décor, il faut l'effacer et heureusement, vous aurez toujours ce décor, cette image de référence qui vous permet d'effacer le décor. Mais sinon, pour les effets spéciaux, non, c'est toujours cette personne-là qui s'en est occupée. Et heureusement, parce qu'il y a vraiment, c'est un travail énorme qu'elle a fait. Et voilà, il y a plein. En fait, il y a beaucoup d'accidents. J'ai pas d'exemple comme ça, mais il y a toujours des accidents qui arrivent quand vous tournez un film comme nous en stop motion, des choses que vous n'arrivez pas forcément à résoudre sur le plateau et que vous pouvez résoudre, donc vous pouvez récupérer. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez souvent la récupérer en post-production, que ce soit avec After Effects ou avec un autre programme, mais c'est assez magique quand on connaît bien quand on sait bien l'utiliser. Merci. So thank you for your attention, Stefan Aubert. Merci.